Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là si nombreux pour venir rencontrer les stars du web écolo et zéro déchet. On va commencer par présenter un peu chaque média et chaque personne. Est-ce que tu veux commencer, Aline ? Bonjour à tous, donc je suis Aline Gubry, la fondatrice du blog Consommons sainement, sur lequel je partage depuis 3 ans des astuces, conseils, recettes ultra simples, accessibles à tous, pour réduire ses déchets, réduire son utilisation de plastique et protéger sa santé et faire des économies. Bonjour, moi je suis Victor, je travaille sur la chaîne Partager c'est sympa, une chaîne YouTube et Facebook. Chaque semaine on fait des vidéos hebdomadaires sur la transition écologique et sociale et surtout pour donner l'envie et les moyens de passer à l'action. C'est vraiment notre truc et notre marque de fabrique et de montrer les gens qui agissent déjà à ce niveau-là. Donc on n'est pas seulement sur le zéro déchet mais sur l'écologie en général. Et on va pouvoir en parler. Bonjour à tous, moi je suis Juliette et je travaille avec Victor et Vincent Verza qui n'est pas présent comme vous pouvez le voir, sur Partager c'est sympa. Et tous les deux on est surtout les scénaristes, ceux qui écrivent ce qu'ils racontent. Bonjour, je suis Alexandre Millet, le fondateur du site Qu'est-ce qu'on fait, mais il y a toute l'équipe qui est présente aussi en salle. Qu'est-ce qu'on fait, c'est un site d'information grand public qui existe depuis 2015. Et l'idée, c'est de tenter d'apporter des réponses à cette question qu'on se pose un peu tous face aux grands enjeux environnementaux et sociaux. Pour aller très rapidement, le site repose sur de grandes infographies dynamiques, ce qu'on appelle un peu des longues formes, et elles sont toutes construites selon le même principe. Il y a une première partie où on donne des clés de compréhension sur un sujet donné, qui va au-delà aussi du zéro déchet, c'est vraiment des sujets environnementaux et sociaux au sens large. Et après, il y a la partie qu'est-ce qu'on fait, où là, on propose un certain nombre de solutions concrètes et applicables à l'échelle individuelle. Bonjour à tous, moi je suis Lénie Ferrino. Avec Mathieu, on a créé la chaîne Professeur Feuillage. Comme partager c'est sympa, on ne parle pas que de zéro déchet, on en parle aussi puisqu'on parle d'écologie. Et en fait, notre mission, c'est de parler d'écologie avec humour pour toucher un maximum de public. Voilà. Et quant à moi, je suis Mathieu Duméry, cofondateur de Professeur Feuillage et co-auteur avec ma chère comparse Lénie. Je n'ai rien d'autre à ajouter pour l'instant. Voilà. Merci à tous. Donc, comme vous l'avez compris, vous utilisez donc des médias en ligne, des formats originaux pour parler d'écologie et de zéro déchet aussi parfois. Et du coup, on va essayer de comprendre là ensemble pendant cette heure un peu vos petits secrets de fabrication pour pousser les gens à passer à l'action, pour leur donner envie de s'investir et de limiter leurs impacts écologiques. Et avant de commencer, on va voir un petit extrait de Professeur Feuillage pour nous mettre un peu dans l'ambiance, si c'est possible. Éloignez les enfants. Bah, c'était super, donc Voilà. comme vous avez vu dans cet extrait, bah, tout est dit, je veux dire... Bon, c'est pas grave. Donc on va commencer avec une première question. Pourquoi vous avez choisi justement d'utiliser un média en ligne et un média, on va dire, original pour parler d'écologie? Et quelle image vous cherchez à diffuser à travers ces médias? Comment vous vous démarquez un peu des autres formes de communication en fait? Bon, j'ai le micro, je commence. Quand nous, on a commencé Feuillage, on était en 2014. Et pourquoi on a choisi un média comme Internet? Parce que déjà, personne ne nous aurait ouvert les portes d'un média mainstream, d'une télé, d'une radio connue. Donc il fallait faire là où c'était possible, c'est-à-dire sur YouTube. Dès le départ, on nous a dit d'ailleurs, pourquoi vous allez sur YouTube? YouTube, c'est Google. Google, c'est le diable. Ils ne payent pas leurs impôts en France. C'est le GAFA, c'est de la merde. Oui, mais en même temps, nous, l'objectif, c'est de parler à un maximum de gens. Et si on commence à aller sur des WeTube, des PeerTube, des choses un peu alternatives, nos vidéos, au lieu de faire des dizaines, voire des centaines de milliers de vues, elles vont faire quelques centaines de vues, voire quelques milliers de vues. Et il y a de fortes chances pour que ces vues soient faites par des gens qui sont déjà impactés, déjà sensibilisés. Or, le cœur de notre combat avec Lénie, c'est de sensibiliser des gens qui ne le sont pas encore. Prêcher des convaincus, c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus. D'ailleurs, ici, dans la salle, levez la main tous ceux qui se sentent déjà un peu éco-responsables. Voilà.
Bon, on se casse. Non, non, c'est très bien. Levé la main. Échangeons, échangeons. Donc voilà, pourquoi Internet? Parce que c'est la liberté. Et puis la rapidité aussi. Enfin, on peut aller rapidement, on pouvait rapidement faire quelque chose. C'est facile. Ok. Victor et Juliette, peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire si vous vous retrouvez dans ce témoignage ou est-ce que vous avez d'autres choses aussi à apporter? Bah, à fond, nous, on a un parcours qui est peut-être un peu différent. Ça fait 1 an que Partager c'est sympa existe. Et nous, on assume totalement le côté d'être vraiment des militants. On est engagés et c'est notre parcours et on vient de là. Mais en fait, on a beaucoup travaillé pendant des années sur la com institutionnelle et sur la communication des associations, etc., sur ces combats-là, autour de l'écologie. Et à un moment, on a vu aussi la limite de rester sur des formats un peu classiques, etc. Et en fait, c'est Vincent, le fondateur de la chaîne, qui s'est dit un jour, bah, juste, je vais retourner la caméra et je vais adopter tous les formats, tous les codes du web. À partir de là, en fait, où sont les gens? Que cherchent les internautes et que viennent chercher les gens sur Internet? Des histoires essentiellement, des histoires inspirantes, des histoires qui leur parlent, qui les touchent dans leur quotidien, et aussi beaucoup d'humour, beaucoup d'humour essentiellement. Donc on s'est dit, ouais, on va un peu transformer le format et s'adapter totalement au code du web. Et c'est pour ça que nous, on a lancé vraiment un vlog. Donc c'est Vincent qui parle avec une caméra, qui permet vraiment de raconter directement au cœur de l'action et de raconter, de montrer directement les gens qui se battent pour ces causes-là. Nous, on pense que le web, c'est aussi un moyen de toucher massivement bien plus de monde que ce qu'on aurait touché, que ce qu'on aurait pu faire en allant chercher les gens un par un dans la rue, quoi. Et c'est aussi pour ça qu'on le fait, et ça semble marcher, donc on continue. J'ajoute juste, c'est un moyen qu'on a trouvé pour aller chercher les gens là où ils sont, sans aller frapper à leur porte et ressembler aux témoins de Jéhovah. Et c'est aussi l'objectif de essayer de rendre le militantisme et l'engagement cool. De pas croire qu'il n'y a que des babos en sarouel qui se lavent pas et qui vont vivre en forêt avec des chèvres, qu'on peut être inséré dans la société et quand même avoir des gestes forts et quand même s'engager. Et utiliser les codes qui marchent bien actuellement, c'était un moyen de faire ça. Ok. Donc là, du coup, on a plutôt parlé de vidéos, d'humour, de parler directement, de donner une image cool. Et du coup, Alexandre et Aline, vous, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels angles vous avez choisis pour donner une autre image de l'écologie? Alors, je sais pas, oui, pour donner une autre image, je pense que c'est un peu comme nous tous sur scène. Je pense que l'idée, c'était vraiment d'essayer de parler différemment, avec un ton différent et peut-être moins culpabilisant de ces sujets-là. Mais la raison aussi pour laquelle on a choisi d'être sur un média digital à l'origine, c'est aussi ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est de l'accessibilité avant tout. Ça nous permettait d'être gratuit aussi, puisqu'on limite les coûts de production. Et puis aussi d'être peut-être plus libre dans l'écriture. Nous, on a adopté donc le format d'une longue infographie qui se déroule, ce qui permet de moins nous contraindre en termes d'écriture et d'information à faire passer. Et puis aussi de mélanger les supports, puisqu'on peut faire de la data visualisation, on peut mettre de la vidéo, on peut utiliser l'illustration, le texte, voilà. Alors moi, mon histoire, elle est toute bête. Il y a 4 ans, je me suis lancée dans le zéro déchet. Et après 1 an de transition, de tests de recettes, etc., je me suis dit, OK, j'ai trouvé les recettes qui me conviennent à moi, qui sont ultra simples, qui marchent. J'ai trouvé mes astuces. Ce serait super bête de les garder pour moi. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux les partager à des gens qui auraient envie, comme moi, il y a 1 an, de se lancer dans le zéro déchet. Et je me suis dit, tout simplement, créer un blog, ça paraît bien, j'aime bien écrire, et je sais que je vais toucher beaucoup de gens comme ça, parce que Internet, on touche énormément de gens, beaucoup plus effectivement qu'en allant taper à leur porte ou en faisant des petits ateliers. C'est très bien, c'est très complémentaire, mais mon but, c'était vraiment de mettre quelque part toutes mes recettes et qu'elles soient accessibles gratuitement au plus de gens possible. Ok. Et justement, par rapport à ça, en fait, comment vous vous adressez à eux? Dans les vidéos, par exemple, vous utilisez le tutoiement, il y a quelque chose de très familier, amical avec le public. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur ça, sur la façon dont on s'adresse aux gens sur le web avec ces nouveaux formats? Nous, on a choisi de s'adresser aux gens à travers des personnages un peu rigolos, un peu trash, parce que ça nous faisait délirer. C'était un peu aussi l'occasion pour nous de faire quelque chose qu'on aimait, qu'on savait faire. On savait, en tout cas, on aimait bien faire des blagues entre nous et ça nous faisait bien marrer. Donc, il suffisait de les écrire
Et on s'est dit que c'était intéressant de passer par ce chemin-là pour aller toucher des gens qui, comme nous, pouvaient bien aimer se marrer, mais qui n'étaient pas forcément sensibilisés à l'écologie. Donc voilà, c'est ce que tu veux ajouter, Mathieu? J'ajouterais une chose qui est assez importante, c'est que nous, quand on a décidé de faire de l'humour, c'était un peu pour les mêmes raisons. C'était pour dire aux gens, on déculpabilise, on ne se tire pas une balle, on n'est pas en train de vous montrer les images des années 80, des oiseaux, des cormorans pris dans les huiles de la Moco-Cadiz, on n'est pas sur des ours polaires qui crèvent de faim. Ça n'empêche pas qu'il y ait un vrai message, donc il y a quand même cette donnée de départ d'être super fun. Pas juste pour vulgariser, mais aussi pour dire aux gens, c'est pas qu'une catastrophe. C'est pas parce que c'est un sujet important que c'est forcément un sujet grave. Donc voilà, l'objectif c'était quand même d'aller chercher un public plutôt jeune aussi, vu le ton qu'on employait. Et résultat des comptes, à l'inverse de ce festival, les analytiques de YouTube, de Google nous informent sur le sexe et sur l'âge des internautes qui suivent, des abonnés en tout cas de Professeur Feuillage. Globalement, on est sur un homme à 80% qui a en moyenne 24 ans. Et tout à l'heure, je voyais, il y a comme essentiellement des femmes aux ateliers qui étaient juste à côté. Et il n'y avait que des femmes en fait, il n'y avait pas d'hommes sur les ateliers, je sais pas, je crois que c'était sur les produits vaisselle, produits d'entretien. Donc voilà, nous on informe essentiellement les hommes, c'était pas l'objectif et je crois que c'est la faute de Lénie. Justement, j'allais vous demander comment vous l'expliquez, comment vous avez réussi à toucher cette autre cible en fait. Bite, nichon, couille. C'est ça le secret, c'est voilà, les gens. YouTube, c'est un média de distraction. Et on en reparlera, j'espère, tout à l'heure de ce qui se passe aujourd'hui sur YouTube, hors du cadre des vidéastes militants. Mais c'est un cadre de distraction, c'est-à-dire que si tu vas sur YouTube, généralement, tu es sur ton smartphone dans les transports en commun, tu as une journée de merde. Donc forcément, tu as envie d'aller voir un zapping ou un truc fun, des Russes qui se pètent la gueule, voilà. Si tu veux parler d'écologie via ce média, il va falloir adopter ce que disait Victor tout à l'heure. Il faut adopter les codes et limite voir des codes de la pub, parce que quand on met les nids cul nus ou quand moi je commence une émission à poil, c'est aussi parce qu'on se rend compte que c'est ce qui fait vendre. Et c'est un peu traître de faire ça, mais lâche-moi, j'ai pas fini. Laissez-moi parler, sincère. Donc voilà, l'objectif c'est d'attirer les gens coûte que coûte. En fait, on n'a jamais vu mon cul, mais on a vu le sien. Voilà, c'était important pour moi de le préciser. Voilà, c'était le moment le plus important de la table ronde. Voilà. Peut-être Victor et Juliette, est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus, vous, sur comment vous adressez aux gens et ces retours aussi d'audience? Est-ce que c'est les mêmes résultats? Oui, nous, le tutoiement, c'est apparu comme une évidence hyper rapidement. On est sur Internet, donc effectivement, on est sur une cible, nous, toujours hyper jeune, quoi, malheureusement. On ne touche pas beaucoup plus les plus de 35-40 ans. Contrairement à Professeur Feuillage, nous sommes beaucoup plus sur Facebook et là on est plus paritaire que sur YouTube. Ou sur YouTube, enfin on peut le dire aussi, la plupart des gens qui sont sur YouTube sont des hommes, à 70-80% je crois, des abonnés. Et sur Facebook, vous avez les chiffres? Ouais, sur Facebook c'est plus paritaire, ouais. Merci, c'est très précis. Non mais on est sur en vrai c'est du 52-53%, donc c'est quasiment paritaire. Nous notre petit truc, et il est un peu simple, c'est simplement d'aller voir les gens là où ils sont, donc d'emmener le spectateur avec nous. On est vraiment caméra au point, on est vraiment directement au cœur de l'action, et c'est notre chaîne, le vlog des gens qui se bougent en fait. On a envie de montrer les gens qui se bougent, parce qu'en fait les gens n'agissent jamais mieux, on pense, et en tout cas on le voit, que par aussi mimétisme et en leur prouvant que c'est possible et qu'il y a déjà des gens qui le font, qui sont déjà passés à l'action. C'est une démonstration incroyable à chaque fois de quelqu'un qui montre ce qu'il fait. Plutôt que de raconter un discours, on montre quelqu'un qui le fait déjà. Nous, on essaye vraiment de faire ça à chaque fois, et même si possible de le faire nous. L'action qu'on préconise, quand on le fait nous, ça marche beaucoup mieux. Une de nos vidéos qui a hyper bien marché, c'est une vidéo où on était avec 3000 activistes, où on bloquait une mine de charbon en Allemagne, et on était au cœur de l'action en fait. On était là et on bloquait aussi bien que les autres activistes, on était au même niveau qu'eux, et ça a vachement parlé aux gens parce on montrait et on faisait ce qu'on préconisait. Je rajouterais que un des premiers trucs qu'on fait de plus en plus dans nos vidéos, c'est expliquer. Parce que moi, je pense qu'à partir du moment où je comprends, je me sens concernée et c'est beaucoup plus facile d'agir. C'est déjà un pouvoir, en fait, de comprendre. Et puis ensuite, on essaye de provoquer des émotions chez les gens, pas que de parler au cerveau, parce que c'est surtout les émotions qui vont nous dicter nos choix. Et donc, que ce soit la tristesse, la colère ou la joie, on va essayer de provoquer ces émotions et tout de suite de les rediriger, de leur donner, d'utiliser la force qu'elles ont
pour rediriger vers des actions que des gens font déjà et qui sont donc plus faciles et plus accessibles. Toi, Alexandre, peut-être que ça te parle un peu plus, parce que les infographies ont un côté un peu plus pédagogique, etc. Donc... Oui, voilà. Nous, on a vraiment une approche très pédagogique avec un travail un peu de data journalisme. Donc, on fait plus appel effectivement aux chiffres, quoi, et qu'on essaye par contre de mettre en perspective pour que ces chiffres soient parlants et veulent dire quelque chose. Et après, dans la partie qu'est-ce qu'on fait, on utilise la formulation on parce que justement on parle à partir de nous, citoyens, et en proposant des solutions très concrètes. Voilà. Aline, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Alors pareil, moi, mon but aussi, c'était de m'adresser à tout le monde, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes. Et donc, c'est pour ça, notamment, que j'ai décidé de ne pas adopter le ton un peu cliché de la blogueuse qui tutoie le lecteur et qui met pas forcément les formes dans le style de l'écriture. D'abord parce que ça ne me correspondait pas, et puis en plus parce que ce genre de style est surtout lu par des filles très jeunes, etc. C'était pas mon but. Je le vois dans les commentaires, les gens que je rencontre, etc. Je vois qu'il y a tous les âges. Il y a des personnes âgées qui m'écrivent même en me disant que c'est les astuces qu'elles avaient quand elles étaient jeunes, etc. Il y a surtout des filles, malheureusement, pareil, mais dans le zéro déchet, je crois que c'est surtout des filles. Et voilà, donc j'ai décidé de prendre ce ton presque journalistique pour ouvrir le public du blog, et puis aussi pour donner une certaine légitimité et pas juste donner des petites recettes et un peu légères entre guillemets, mais aussi faire des articles un peu plus sérieux. Et je vois que c'est ce qui est demandé et ce qui différencie un peu ce genre de médias à d'autres médias qui parlent du même sujet. Et à part les retours statistiques que vous avez sur vos audiences, quels sont les retours un peu qualitatifs ? Qu'est-ce que vous disent les gens ? Est-ce que vous avez l'impression que ce que vous faites leur permet de passer à l'action ? Est-ce qu'au contraire, ils vous renvoient des messages négatifs ? Ce sera toujours dans ce sens-là, c'est moi qui commence, d'accord. Prenez la parole. Après, je pourrais dire « Ah, vous avez mal dit, c'était de la merde ». Ok, moi je me dévoue alors. Alors, c'est extrêmement touchant, mais oui, quand on a des retours qualitatifs comme ça, de personnes qui soit écrivent un commentaire, soit pendant mes conférences qui me disent c'est grâce à toi que j'ai commencé ma démarche zéro déchet il y a quelques années, je l'ai eu tout à l'heure, et c'est tout bête, mais c'est des moments extrêmement émouvants, et ça apporte une satisfaction personnelle énorme, parce que moi, quand j'écris mon article, j'ai juste l'impression d'être en face de mon ordi et d'écrire un truc pour moi-même. Et en fait, c'est très difficile de se rendre compte que non, en fait, c'est des milliers, et voire des dizaines de milliers qui lisent mon article et qui, dans lequel ça va imprimer dans leur cerveau, j'espère en tout cas. Et ouais, j'ai beaucoup de commentaires qui me disent que voilà, mon blog a vraiment eu un rôle à jouer dans leur démarche, dans leur changement d'habitude. Et ça, c'est vraiment très, très fort. Et voilà, c'est ce qui me motive à continuer, parce que c'est beaucoup de travail. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est vraiment beaucoup de travail, beaucoup de temps chaque semaine. Et je me dis, ok, je fais ça pour quelque chose, je fais pas ça pour rien, et c'est efficace. Ne vous battez pas. Non, nous, comment dire, si on n'avait pas eu tous ces retours positifs et tous ces partages, etc., on aurait arrêté depuis longtemps en fait. On fait ça pour les gens et pour que ça marche et pour que ça leur parle. Et nous, on a été hyper surpris, hyper enthousiasmés du fait que d'avoir des centaines de commentaires positifs, de gens qui disent que ça leur a parlé, etc. On se nourrit de ça et on fonctionne à ça, tout simplement. Ouais, c'est notre carburant, c'est clair. Et peut-être, nous, on veille vraiment à chaque vidéo au fait d'avoir qu'on appelle des call to action, mais en tout cas des choses assez précises et assez concrètes et assez directes à faire aux gens qui nous regardent. Et on est très attaché à regarder justement l'impact à chaque fois de ce qui se passe. Et est-ce que c'est juste une énième vidéo sur YouTube que tout le monde a vue, mais en fait sans passage à l'action, ou est-ce que les gens vont vraiment s'y mettre, etc. Et on a sur pas mal de vidéos, on a des retours hyper forts, et c'est pour ça qu'on bosse aussi avec les acteurs de terrain qui font déjà des choses pour proposer des choses hyper concrètes. Mais typiquement, on a fait une vidéo récemment qui s'appelle 5 trucs pour changer sa ville. Elle a été super cette vidéo, franchement. Bah merci.
Aucun argent n'a été reversé pendant avant cette conférence. Ouais, et du coup, on a bossé avec une campagne qui s'appelle Alternative Territoriale qui vise à faire pression sur les collectivités locales. Ça, c'était moins bien par contre. J'ai trouvé ça pourri. C'était exactement la même vidéo. C'est du bluff. Qui visait justement à faire pression sur les collectivités locales, etc. Et en fait, les gens qui menaient la campagne ont eu 5 fois plus d'inscrits à leur campagne qu'en 6 mois de campagne, avec une semaine de vidéos. Et on est hyper content parce que ça prouve que tous ces gens-là sont vraiment passés à l'action, vont vraiment s'engager sur le terrain, quoi. Et que c'est pas resté juste sur le web. Moi, j'ai l'impression que les gens qui nous envoient des retours positifs, avant de voir nos vidéos, ils manquent de 2 choses, d'espoir et de moyens pour agir. Et du coup, voir un Vincent Verza, une espèce de grosse machine qui marche à la reconnaissance, te dire « Waouh, c'est génial, on va y arriver, c'est trop cool, il faut qu'on essaie tous ensemble », bah voilà, du coup, les gens, ils sont pleins d'énergie après et on a beaucoup de reconnaissance pour ça. Et la deuxième chose, c'est qu'on a plein de messages qui nous disent « Ah, c'est trop bien, du coup, qu'est-ce que je fais ?» Et ce qu'on essaye de faire avec nos vidéos, c'est de donner plein de moyens d'agir, et le zéro déchet, c'est une très bonne porte d'entrée pour agir. Et du coup, on a beaucoup de reconnaissance pour ça. On a quelques trolls aussi et quelques gens qui nous démontent, mais pour nous rappeler que c'est précieux. Quand tu as des vidéos de qualité, en tout cas des vidéos qui attirent des gens qui ont le souci de bien faire et d'agir, et forcément, tu as ce qu'on appelle, nous, avec Lenny, les trolls en col blanc. Ce sont des gens qui vont faire, c'est pas des gars qui vont te mettre dans un commentaire ouais, vous êtes trop des cons avec 10 fautes d'orthographe par ligne. Non, ce sont des gens qui sont ingénieurs, qui sont des étudiants, qui ont fait des hautes études, qui machin, et qui vont te faire des pavés comme ça pour t'expliquer que non, gigawatt-heure, ça s'écrit pas GW. Vas-y, ferme ta gueule, fais-la la vidéo en fait. Donc en fait, oui, la plupart, on va dire sur 95% des retours qu'on a, ce sont des retours positifs. Et sur les 5% qui restent, c'est des trolls en col blanc. Donc, mais ça fait qu'on a des communautés, je pense que c'est valable pour tous ici, on a des communautés de qualité. C'est-à-dire que dès qu'on fait une connerie, dès qu'on dit un truc de travers, il loupe pas, quoi. C'est tout de suite le coup près. Ça nous rend plus exigeants vis-à-vis de nous-mêmes, ça oblige à se dépasser à chaque vidéo. Et voilà, donc... Le petit souci qu'il y a par rapport à ça, et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'entre-soi, c'est que finalement, on a le public qu'on mérite, et particulièrement sur YouTube. YouTube a cette particularité, et c'est là qu'on s'était trompé avec Lenny, c'est qu'on pensait avec l'humour aller chercher d'autres personnes, les profanes de l'écologie. Et on s'est rendu compte, comme tu disais Lenny tout à l'heure, qu'on a fait marrer des gens qui étaient déjà plus ou moins engagés ou éco-responsables. La vérité, c'est qu'on s'abonne à une chaîne YouTube qui traite d'un sujet qui nous concerne déjà. Si vous aimez les écureuils, vous allez vous abonner à une chaîne qui parle d'écureuils. Si vous aimez le gaming, vous allez vous abonner à une chaîne de gaming. Bon, du coup, nous, on attire à nous des gens qui sont déjà un peu... L'essentiel, c'est peut-être d'avoir demain des gens comme nous sur TF1 à la place d'Hanouna. C'est peut-être ça l'objectif. Rêvons gaiement, rêvons doucement, mais c'est ça l'objectif, de sortir du web et de l'entre-soi. Ouais, grave. Ouais. Waouh. Alexandre, est-ce que tu veux réagir par rapport à ça ? Oui, mais on fait un petit peu le même constat, c'est que nous, on a des retours positifs, on a effectivement quelques retours négatifs d'experts, enfin, ces fameux trolls en col blanc qui effectivement vont revenir sur une petite nuance qu'on n'avait pas tout à fait saisie, mais voilà. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un certain nombre de personnes qui interagissent avec nous, qui nous lisent et qui peuvent compléter au fait ce qu'on a publié, ou qui peuvent aussi nous faire découvrir une initiative qu'on n'avait pas vue, et donc ça peut donner lieu à des échanges aussi quand même très intéressants, quoi. Ok. Sans transition, nous on me dit dans l'oreillette que nous allons pouvoir enfin visualiser la vidéo que vous attendiez tant de Professeur Feuillage. Mais peut-être que mon oreillette m'a fait encore défaut. Ou pas. Écologique du Professeur Feuillage.
faire, ça n'arriverait pas. Pardon, Sophie, je signale que moi, je le range toujours au même endroit. Il va tomber tout seul dans la poubelle. Faudrait un miracle pour le retrouver au milieu de toute cette merde. D'ailleurs, c'est quoi tout ça? Ce gros tas de merde, Sophie, ce sont nos déchets recyclables. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que dans la poubelle de tri du labo, je retrouve systématiquement des faux amis. Faut arrêter ça, hein. Des faux amis. Oui, vous savez, ces trucs qu'on croit qui se recyclent, mais en fait, peu de zob. Comme par exemple, le papier alu, les boîtes en bois de camembert, les boîtes d'œufs en plastique, les pots de fleurs en plastique, les ampoules à incandescence, vaisselle brisée, verre brisé, blister, polystyrène évidemment, gobelet en plastique, pot de yaourt, et bien sûr, les boîtes à viande. Tout ça, ça part à la poubelle ordures ménagères. Vous savez, c'est la verte. Bien que couleur merde, Lucie irait mieux. Et ce logo là, ça veut pas dire que ça se recycle. Non, ça signifie que l'entreprise paye une taxe à éco-emballage. Alors le logo pour dire que ça se recycle, c'est celui-là? Oui, non, c'est compliqué. C'est l'anneau de Moebius. Ça signifie simplement que le produit est potentiellement recyclable, mais que rien ne garantit qu'il le sera. Eh ben, c'est clair comme un prélèvement rectal, leur truc. Ouais, j'ai mis 10 ans à piger. Ah, c'est moi. Allô? Oui, prof, je viens de finir mon pack d'eau qui pique, là. Voilà. Donc là, on a bien Ce fut bref mais intense. Tout à fait. Ouais, on a bien retrouvé ce dont vous nous parliez tout à l'heure sur le côté personnage, humour, et en même temps en insérant des données... Oui, on insère et on ressort derrière, Oui. t'as vu? Et on n'a pas vu les fesses, mais elles ont été évoquées. Oui, suggéré. Je voudrais juste ajouter par rapport à ce qu'on se disait juste avant la vidéo. Nous, en gros, dans notre démarche, on a 3 défis. C'est à la fois de délivrer un message écologique, de faire des belles vidéos, et le 3e, je ne sais plus ce que c'est. Mais en tout cas... Bien rigolé. Voilà, et de faire des blagues. Et effectivement, de mettre de l'humour et de faire des vidéos qui ont vraiment une belle qualité, qui ont un parti pratique, etc. Et comme disait tout à l'heure Aline, c'est énormément de travail. Il y a des moments, enfin, je pense que ça nous est arrivé à tous ici, on traverse des périodes de désespoir, de remise en question terribles. On n'arrive pas trop à mesurer, nous, en tout cas personnellement, on n'arrive pas trop à mesurer quel impact on a. Là où on arrive à avoir des repères, c'est quand on est sollicité justement par des médias ou pour faire des tables rondes, par vous par exemple. Et on l'est de plus en plus, donc je pense que c'est bon signe. Voilà. Ok. Et moi, j'avais quelques questions aussi, parce que là, on a beaucoup parlé de langue d'attaque, des messages et de la façon de faire. Mais concrètement, quels sont les call to action? Moi, je voulais m'adresser d'abord à Alexandre, puisque ton média s'appelle Qu'est-ce qu'on fait? Donc concrètement, quels sont les call to action que vous proposez, les pistes d'action directes que vous proposez à votre audience? Alors, nous, pour chaque sujet, on essaye de trouver des pistes d'action qui peuvent correspondre à différents niveaux d'engagement du public. Et donc, on présente des ONG auprès desquelles on peut s'engager. C'est pour le public qui sera le plus mobilisé, le plus à même à se mobiliser. Mais après, on peut proposer aussi mettre en avant en tout cas des produits ou des alternatives en termes de produits et de services, ou même des petits conseils qui permettent effectivement de changer dans son quotidien. Ouais. Mais voilà, on essaye de travailler sur différents niveaux d'engagement. Ouais. Et d'autres veulent nous expliquer On fait la même chose, on a plein de call to action pour différentes campagnes, différents sujets, différents niveaux d'engagement. Pour essayer de résumer, vous pouvez faire plusieurs choses. Il y a le niveau individuel, c'est ce que vous pouvez faire vous-même. Donc le zéro déchet, ça s'inscrit énormément là-dedans. C'est votre quotidien où vous pouvez bouger. Ensuite, il y a ce que vous pouvez faire avec d'autres. Donc là, c'est le niveau collectif. Donc c'est former des groupes qui agissent ou rejoindre des groupes qui sont déjà formés. Les associations, elles agissent énormément à ce niveau-là. Elles s'emparent de thématiques, elles s'emparent de problèmes et elles essayent de trouver elles-mêmes des solutions. Ensuite, il y a le niveau national. Donc là, c'est faire pression sur les élus, sur le gouvernement, sur les États pour qu'ils se bougent les fesses et qu'ils changent les lois et qu'ils prennent des mesures qui ont du sens et qu'ils ne fassent pas n'importe quoi et qu'ils nous rendent des comptes. Et il y a le niveau international, où là, c'est les États qui discutent entre eux, comme par exemple la COP. Et là, c'est pareil, il faut faire pression pour qu'ils ne fassent pas de la merde et qu'ils ne fassent surtout pas de la merde dans leur coin. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de moyens de pression
Eh ben, les Vous avez pétitions, c'est un moyen de pression, mais par exemple, la COP24, nous, on va y aller en Pologne, et donc ça va être l'occasion de faire plein de vidéos pour parler de ce qui s'y passe. Est-ce que c'est efficace? Quelles mesures devraient être prises? Quels sont les mauvais élèves? Et ce sera important à ce moment-là d'être aux aguets et comment dire, de donner un coup de main là où on arrivera à identifier un levier d'action, et ça, c'est les associations qui vont nous dire ça. Est-ce qu'il faut retirer notre argent des banques à un moment T? Est-ce qu'il faut changer de consommation? Est-ce qu'il faut interpeller un dirigeant ou un industriel? Ça peut être des call to action qu'on suggère. Non, mais peut-être juste pour compléter en 2 mots, c'est dingue parce que tout existe déjà. Il y a énormément de choses à faire, il y a énormément de gens qui se bougent déjà. Il suffit juste de creuser un tout petit peu sur chaque sujet et on peut agir à tous les niveaux et tout est déjà là, quoi. Moi, je suis toujours un peu inquiet de voir qu'on recrée toujours un peu la même chose et que tout le monde, qu'on réinvente l'eau tiède et qu'on repart de zéro à chaque fois. En fait, non, quand on regarde, les moyens d'agir, ils existent vraiment. Nous, la mission qu'on s'est donnée, c'est simplement de les mettre en lumière et de les propulser auprès d'une audience un peu plus large. On est une sorte de mégaphone géant et on ne recrée jamais rien, on recycle un petit peu les bonnes idées des associations, en tout cas pour les proposer au plus grand nombre, quoi. Il y avait un jeu de mots, tout à fait. C'était beau. Moi, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'effectivement, les actions concrètes, c'est vraiment la clé et ce qu'on essaie de faire passer à nos lecteurs ou communautés. Pour moi, c'est vraiment ce qui me motive, ce qui m'a motivé à créer le blog et ce qui continue à me motiver. Parce que, évidemment, tout le monde est d'accord pour dire que les déchets, c'est pas bien, le plastique, c'est pas bien. Quand on voit des photos de plastique dans l'océan, etc., tout le monde a déjà vu, la majorité de la population, convaincue ou non, a déjà vu ce genre de problématiques, de support, etc. Mais ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'on tombe sur une vidéo qui montre ça, on dit ouais, c'est pas bien, et puis on passe à autre chose. Le but, et je pense que c'est notre but à tous, c'est de rajouter après ça, de profiter de ce moment où on se dit ouais, c'est pas bien, pour rajouter après, ok, il faut que je fasse quelque chose, et déjà dire je peux faire quelque chose. Moi, en tant que consommateur, j'ai le pouvoir de faire quelque chose pour changer, que ce soit les déchets trop nombreux, la pollution locale, globale, etc. Et c'est par des recettes, des astuces, mais ultra pratico-pratiques, qu'on va montrer que oui, c'est possible et qu'en plus, c'est facile. Et donc, effectivement, ce call to action, il est vraiment, moi, je trouve que c'est la clé pour changer, parce qu'on se dit souvent, oui, mais le plastique, c'est les politiciens qui ont le pouvoir de changer ça. Ben non, en fait, c'est nous aussi, et ça commence par nous. Il y a deux faces à la médaille d'Internet pour mobiliser et pour les faire passer à l'action. Effectivement, Internet, c'est très vertueux parce qu'on partage des informations à la vitesse de la fibre. On peut amener l'information à beaucoup plus de gens qu'avant et de plein de manières différentes. Il y a quand même un revers à cette médaille, c'est l'aspect distancié d'Internet. Effectivement, il y a beaucoup de pétitions en ligne, Avaz, change.org, et moi j'émets toujours un petit doute par rapport à ces modes d'action que on s'en fait le relais, hein, d'ailleurs avec Feuillage. Mais je me pose toujours la question, est-ce que finalement inviter les gens à passer à l'action via les réseaux sociaux, en cliquant, en mettant juste son mail, en appuyant sur Enter, sur la lutte contre je sais pas quoi, déforestation quoi, est-ce que c'est pas juste leur donner la sensation qu'ils passent à l'action alors qu'ils n'ont pas levé le cul de leur fauteuil devant leur ordi? Est-ce que c'est pas finalement s'acheter une bonne moralité, s'acheter une conscience que de dire aux gens allez agir via Internet? Tout ça, c'est toujours un peu problématique. Je me dis, merde, mais en fait, tous ces gens qui ont signé la pétition, il y a 3 millions de signataires, mais il y en a pas un qui a levé son cul pour aller péter les machines qui défoncent les arbres. Donc voilà, c'est pour ça que le passage à l'action doit vraiment se faire sur des choses concrètes. Tout le monde n'a pas l'âme d'un activiste. Tout le monde n'a pas l'âme d'un militant, mais tout le monde peut faire quelque chose à son échelle. Qu'est-ce que vous proposez alors avec Professeur Feuillage pour passer à l'action? Lénie. Alors, moi, je dirais quand même qu'on est, avec les chroniques écologiques, on est vraiment plus à l'étape d'avant. On est plus sur la vulgarisation et sur la sensibilisation. Nos call to action, on les fait en direct quand on intervient comme ça, en répétant à chaque fois qu'on est convaincu qu'on peut tous choisir quelque chose dans sa vie pour faire quelque chose.
Et vu que notre cible de départ, c'est vraiment les personnes qui sont peut-être qui se sentent les plus démunies face à ces problématiques environnementales, c'est de leur dire non, mais rassurez-vous, vous pouvez choisir quelque chose dans votre vie qui est en relation avec vos passions, qui est en relation avec votre activité professionnelle, qui est en relation avec vos émotions, votre tempérament. Vous pouvez choisir quelque chose pour agir quelque part. Vous avez forcément un endroit dans votre vie où vous pouvez agir. Voilà, où il est notre call to action pour l'instant. Est-ce que ça veut dire, je m'adresse à vous tous, que le média en ligne ne suffit pas et il faut le faire vivre aussi ailleurs et autrement? Oui, bien sûr que ça veut dire ça. Est-ce que vous le faites et comment vous le faites? Moi, je me suis très vite rendu compte qu'un blog, c'est bien, mais s'il n'a pas de réseaux sociaux, c'est un blog mort qui ne sera jamais connu. Et vraiment, du coup, je me suis mise aux réseaux sociaux, malgré moi. Et vraiment, je vois dans les stats que c'est par Facebook que les gens arrivent pour la première fois sur le blog. Et effectivement, ça fait vivre un support Internet, que ce soit YouTube ou blog. Hein, je pense qu'on est d'accord sur ça. Et c'est ça qui donne la viralité du contenu. Et c'est notre but. Et donc, c'est comme ça vraiment qu'on atteint des gens convaincus ou non. Parce que si on a dans ses amis Facebook quelqu'un qui est déjà convaincu dans le zéro déchet et qui va partager un article ou une vidéo, c'est comme ça que le contenu vient à nous. Et c'est comme ça qu'on va avoir accès à ces informations, même si on n'était pas convaincu à la base. Donc ouais, moi je fais principalement vivre le blog par les réseaux sociaux, au-delà des ateliers en personne. Oui, etc. j'allais dire en dehors du web aussi, puisque tu fais beaucoup d'ateliers pratiques, par exemple là au festival ou à la maison du zéro déchet aussi. Ouais, mais ça c'est vraiment ponctuel, mais vraiment la vie presque quotidienne du blog, c'est vraiment les réseaux sociaux. Nous, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait, on va sur place, on va dans la mine de charbon à Ambach en Allemagne et on la bloque avec nos corps et on fait partie de la mobilisation. On va à Bonn pour aller voir qu'est-ce que c'est que des négociations climatiques. On va dans les manifestations, par exemple le 5 mai, on était là-bas. On va voir les activistes et les collectifs qui se battent, on va voir les gens qui sont impactés. Notre vidéo sur le gaz, sur le STEP, un gazoduc qui va relier l'Espagne et la France, on va voir l'endroit où le gazoduc va être construit, on va voir ce que ça va détruire, on va voir les gens qui seront impactés. Donc ça, on ne peut plus concret, quoi. Alexandre, est-ce que... comment vous faites connaître... Oui, c'est difficile de passer après, parce que nous, on ne va pas voir tant que ça. Oui, justement, comment vous faites connaître votre site, comment est-ce qu'on fait connaître notre site? Effectivement, je pense les réseaux sociaux sont quand même indispensables pour le faire. Nous, on a fait un pari un petit peu fou aussi. C'est qu'on a voulu se lancer dans la presse écrite. Et papier. On a sorti on s'est lancé au mois d'octobre sur un format papier. C'est une grande feuille qu'on déplie, en fait, et il y a les problèmes au recto et les solutions au verso. Et c'est une expérience fort enrichissante. Après, je dois dire que c'est un peu compliqué de faire de la presse papier en ce moment. Et malheureusement, je pense qu'on va devoir bientôt arriver. Mais je pense que l'intérêt, c'est qu'on a pu quand même toucher aussi un autre public qui n'était pas forcément sûr en ligne non plus. Et ça, c'était intéressant. Et vous déclinez aussi les infographies en format vidéo. Et là, on a une petite expo aussi... dans le cadre du festival. Oui, parce qu'on a le principe un petit peu, c'est que nos infographies, on a vraiment voulu que nos infographies soient des sujets un peu fouillés, parce que c'est toujours des sujets compliqués. Donc le temps de lecture moyen d'une de nos infographies est dans les 15-20 minutes, qui est très très long quand même sur Internet. Et on sait qu'il y a peu de gens qui vont tout de suite être amenés à le lire tel quel. Donc on a lancé un format de vidéos animées plus courtes, qui sont un peu un contenu d'appel pour inciter les personnes à aller voir et à lire les vidéos. Donc il y a une complémentarité entre les deux. Denis, tu voulais rajouter quelque chose? Non, nous, en fait, je ne sais pas trop comment réagir par rapport à ça, parce qu'on n'est pas... Moi, personnellement, je ne suis pas pro-réseaux sociaux du tout. On a saisi les opportunités qui se présentaient à nous quand on a commencé la chaîne avec Mathieu. On est parti des ressources qu'on avait. Et moi, j'avais travaillé dans le milieu du web avec des vidéastes. J'avais joué dans des web-séries. Et du coup, j'avais dans mon réseau des personnes qui avaient une grosse communauté. Et c'est grâce à ces personnes que les vidéos ont pu être partagées et du coup que les abonnés se sont multipliés.
Voilà, on a fait un livre. En fait, on s'adapte, adjust, accommodate en fonction des opportunités qui arrivent et qu'on essaie de saisir. Ok. Et pour illustrer tout ça, on va regarder un deuxième extrait vidéo. De cette fois, partager, c'est sympa. Solde moins 40, moins 50, moins 60%. Apparemment, ce serait le moment de se faire plaisir. Mais allons regarder ça de plus près. Tout commence par une étiquette rouge pétant attirant l'œil aussi bien que des miettes de pain attirent un pigeon. Mécaniquement, on tend le bras pour regarder l'objet du désir. S'ensuit un combat mental. À tous les coups, c'est fabriqué au Bangladesh par les petits enfants payés 5 centimes de l'heure. Mais c'est moins 70%. En vrai, il marche encore très bien mon casque. Mais faudra bien que je me rachète un jour ou l'autre. Alors pourquoi pas maintenant? J'ai vraiment pas de thunes. Et vu que c'est moins 50%, autant en acheter deux. C'est vachement trop petit et pas très beau en plus. Mais c'est le dernier qui reste, il faut que je l'achète. Toutes nos hésitations sont prévues et trouvent leur réponse dans un marketing rodé par les années. L'objectif, provoquer l'achat compulsif et non programmé. Baisser notre résistance à l'achat, le tout pour nous faire acheter des choses auxquelles nous n'avions pas pensé et dont nous n'avons pas besoin. Maintenant qu'on sait comment on nous pigeonne, il existe un moyen simple de reprendre le pouvoir. J'ai mis au point un petit schéma décisionnel imparable par lequel je passe avant tout nouvel achat. Si j'envisage d'acheter un truc, je commence par me demander pourquoi, et ma réponse rentre dans deux catégories. Soit j'en ai envie, soit j'en ai besoin. S'il s'avère que j'en ai besoin, deux options s'offrent à moi. Option 1, j'en ai déjà un, mais j'en veux toujours plus. On y reviendra. Option 2, j'ai pas cet objet où je n'en ai plus, je dois alors répondre si j'en ai besoin souvent, comme du PQ, ou juste de temps en temps. Comme la perceuse, qu'on n'utilise en moyenne que 12 minutes dans toute une vie. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre autant de fric pour un truc que j'utiliserai que 12 minutes? Si la réponse est non, s'offre alors à moi l'option d'emprunter. Il me reste qu'à déposer un petit mot dans mon immeuble, tente le coup, tu verras ça marche hyper souvent, et dis-moi ce que t'as trouvé dans les commentaires. Mais revenons-en à nos moutons, si je ne peux pas l'emprunter, est-ce que je pourrais pas le louer? Et si je ne peux pas le louer, est-ce que j'ai regardé s'il n'y en aurait pas d'occasion? Dans des ressourceries, des ateliers Emmaüs ou des dizaines de plateformes sur internet comme Back Market. C'est seulement si je ne peux pas le louer, l'emprunter ou l'acheter d'occasion que j'envisage un achat neuf. Mais à que pourquoi éviter à ce point d'acheter neuf? Parce qu'en plus du prix, acheter neuf a un coût qui n'apparaît pas sur l'étiquette. Entre quelques minerais extraits à l'autre bout de la planète et les smartphones sur cet étalage, c'est un processus long, coûteux. Extraire les matières premières, les assembler, les transformer, les transporter, l'objet que tu as entre tes mains pèse en fait bien plus lourd et a coûté bien plus cher à la planète que ce que toi t'as déboursé pour l'acheter et ce qu'il consomme actuellement. Fabriquer une tablette par exemple émet autant de CO2 que d'utiliser cette même tablette pendant 77 années. Mais en 77 ans, ma tablette elle sera complètement démodée. Qu'est-ce qui se passe si j'ai besoin de renouveler mon matos? Bah là mon petit père, faut se regarder droit dans le fond du lobe et accepter que c'est pas un besoin, c'est une envie. Mais ça arrive et y a pas de mal à ça. Alors qu'est-ce qu'on fait si j'ai juste envie d'un nouvel objet? Je me pose cette question clé. Qu'est-ce que ce nouvel objet va me... Réponse sur YouTube. Est-ce que vous voulez ajouter un petit mot sur la vidéo ou... Est-ce que vous voulez ajouter un petit mot sur la vidéo? Moi, je dirais que Vincent, il est mieux sans barbe. Mais le collant lui va vachement bien du coup depuis. Grave. Non, c'est tellement bien ce que vous faites, les gars. Bon, franchement. Toujours pas d'argent. Hein. Bon. Et donc, non, on l'a pas acheté, hein, le collant, rassurez-vous. Non, du coup, peut-être pour vous dire aussi, ce schéma là dont on parle beaucoup dans cette vidéo, en fait, plein de gens se le sont appropriés. Ils ont senti qu'il y avait un besoin, une envie de leur part, etc. Et il est diffusé dans les toilettes du monde entier maintenant. En tout cas, non, j'exagère un peu, mais plein de gens nous l'ont demandé et l'ont imprimé, l'ont mis sur leur lieu de travail, l'ont présenté à leur famille, etc. Enfin, c'est du coup par capillarité. Et on arrive à toucher plein de gens qui ne sont pas directement convaincus, quoi. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, de partir des besoins des gens, ce qui leur parle, pour qu'ensuite eux aillent aussi convaincre plus largement. Et moi, du coup, j'ai une petite question aussi sur un peu l'avenir et ce que tu disais tout à l'heure, Mathieu, sur prendre la place de Cyril Hanouna. Comment on fait ça? Quels sont un peu vos projets ou comment on pourrait imaginer que prendre la parole via ces médias un peu originaux nous permettrait d'acquérir aussi une autre place dans les médias et aussi d'enquérir, enfin, en tout cas de parler encore plus à d'autres cibles, à d'autres personnes qui ne sont pas du tout sensibilisées? La télé a une particularité, c'est qu'elle viole un peu, pardon pour le terme fort, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle viole l'intimité des gens en s'imposant sur un écran. Ce que ne fait pas Internet. Internet, on choisit d'aller ouvrir telle ou telle page. On peut choisir sa chaîne, mais si on fait à bouffer et qu'on ne regarde pas trop, les programmes défilent sans qu'on ait trop de choix et d'influence là-dessus.
Donc, en ce sens, la télé est un très bon outil pour aller sensibiliser des gens qui ne le sont pas encore. Nous concernant avec Lénie, il se passe des choses très importantes pour nous en ce moment. On ne peut pas malheureusement en parler. Non, mais c'est contractuel. On va se faire. Non, mais attendez, c'est une histoire. Non, il y a des yakuza planqués derrière les plafonniers. Voilà, donc on a pour ambition effectivement d'aller à la télé. Voilà. Touchez tous du bois, hein, franchement. Et les autres, quels sont un peu vos projets et vos ambitions par rapport au fait de toucher plus de gens? Moi, du blog est né mon premier livre qui s'appelle Zéro plastique, zéro toxique. Et c'est vraiment, c'est par le blog que j'ai été contactée par plusieurs maisons d'édition qui m'ont demandé donc de faire un format livre de toutes mes recettes, astuces, conseils, etc. Et c'est vrai que le format livre a ses avantages que le blog n'a pas. Enfin, chacun a ses avantages. Et ce que j'aime bien dans le format livre, c'est que tout est dans un support qu'on peut offrir facilement et tout est résumé dans un seul support, alors que le blog, c'est des dizaines, des centaines de pages différentes. Donc voilà, donc pour moi, le blog a vraiment été, le livre a vraiment été l'extension du blog. Voilà, c'est la principale extension qui est née de ça. Si je peux me permettre, il y a un truc très important. Nous, on s'est fait. Peut-être qu'il y a des gens qui te l'ont dit aussi quand tu as sorti ton bouquin. Il y a plein d'internautes qui ont dit ouais, le bilan carbone du livre, tout ça. Bon, alors, héberger une vidéo qui est vue sur YouTube des centaines de milliers de fois, machin, ça a un bilan carbone beaucoup plus impactant que d'imprimer quelques milliers de livres, qu'on se le dise. Et puis surtout, il faut faire le ratio entre le petit coût environnemental d'imprimer du papier et tous les impacts positifs que ça va avoir sur le lecteur, sur ses proches, etc. Et franchement, ça vaut largement le coup, quoi. Il y a des sessions au festival sur l'impact du numérique. Et tous les livres sont en vente chez... Voilà. C'était l'instant promo. Tout à l'heure. Pile vendu séparément. Alors pour sortir de l'entre-soi, c'est une question qu'on se pose énormément à Partager Sympa et même dans le monde militant, qu'on est surtout des blancs, on est surtout des riches, on est surtout des très éduqués. Donc ça laisse beaucoup de gens derrière et souvent c'est les gens en plus qui sont les plus impactés par les défauts de notre société. Donc c'est une question qu'on se pose tout le temps et j'ai pas de réponse pour l'instant. On essaie de bosser. Le fait de travailler à plusieurs, comme ce qu'on a fait pour la vidéo On Déborde par exemple, tu vois, d'être plusieurs youtubeurs qui portent la même voix, ça marche bien. Tu peux nous réexpliquer un petit peu de quoi il s'agissait? Ouais, On Déborde, c'était une vidéo où on a essayé de canaliser un peu toutes les impressions qu'on avait, qui est que vraiment la société se barre en couille sévèrement et que les gens le sentent et les gens en ont marre, et on a essayé de rassembler tout ça pour faire une série de constats, faire en sorte que les gens se sentent pas seuls et suggérer que peut-être, à l'image de mai 68, on fasse quelque chose du mois de mai 2018 et des mois suivants. En plus, il y avait plein de manifs qui se passaient, donc voilà. Mais l'idée, c'était de porter ensemble et à plusieurs une voix. Donc il y a cette piste-là qui existe. Nous, ce qu'on utilise à Partager Sympa pour toucher des gens nouveaux, c'est rebondir sur l'actualité. Tu vois, par exemple, la vidéo solde là, que vous venez de voir, à la base, on voulait parler de l'obsolescence programmée, et c'était les soldes. Et du coup, on s'est dit, ok, en fait, les soldes, c'est vraiment dans le quotidien des gens. L'obsolescence programmée, vachement moins. Alors, ça l'est, mais ils s'en rendent pas compte. Donc, on va utiliser cette actualité pour leur parler de quelque chose d'autre. Et ça, c'est un truc qui marche vraiment très bien. Toutes nos vidéos qui sont liées à une actualité, elles ont des reach vachement plus importants que les autres. Et autre chose, moi, je me mets pas la pression pour atteindre des gens nouveaux, parce que si déjà tous les gens sensibilisés se sortaient les doigts du cul, putain, on pourrait faire tellement de trucs qui puent, quoi. Ce serait stylé. Ce serait grave stylé. Des Dirty Sanchez. Ouais. Pardon. Il y a Aline qui voulait parler. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord, et au-delà de juste rebondir sur l'actualité, je trouve que ton exemple montre bien que la forme du contenu, d'un même contenu, change beaucoup. C'est-à-dire que vous pouvez appeler, moi je sais que je le vois beaucoup dans les noms de mes articles, et ceux qui marchent le plus, c'est ceux qui vont le plus parler effectivement à ce qu'il y a dans le quotidien des gens et des lecteurs. Et donc c'est des trucs ultra simples du genre 10 astuces pour réduire ses déchets dans la salle de bain.
Ça va pas être l'utilisation de termes techniques que personne connaît comme obsolescence programmée. Et je trouve qu'il faut vraiment se mettre à la place du lecteur ou du public et se dire, ok, moi, petit consommateur individuel, qu'est-ce que je chercherais à lire sur Internet? Et il faut vraiment s'adapter et c'est comme ça qu'on arrive à toucher beaucoup de personnes pour le même contenu, juste la forme, quand on en parle sur Internet, est vraiment très importante. Alexandre, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que vous êtes quand même sur du contenu très chiffré, plus technique. Comment vous positionnez par rapport à plus ça? pédagogique, nous, en tout cas, pour essayer d'étendre un peu notre audience, on le fait pas mal à travers des partenariats. On a travaillé avec la mairie de Paris, avec l'ADEME, et il y a une dimension vraiment pédagogique dans ce qu'on fait, et on essaye de rentrer un peu dans les écoles, au fait, et de devenir un support, au fait, pédagogique pour les enfants, pour les écoliers. Voilà. Oui, ça aussi, c'est une bonne porte. Comme la télé, les écoles, c'est un endroit où il y a du taf. Mais alors, je vous jure, on a été voir le spectacle de notre fille, fin d'année. Non, mais il faut voir les costumes. Vous savez ce qu'ils ont fait? Il y a une maîtresse, elle a mis des ballons baudruches entourés de papier cristal en plastique pour faire des espèces de trucs qui vont durer 5 minutes le temps du spectacle. On était atterrés. Voilà, les sensibilisations des profs, puis des élèves, c'est vraiment essentiel. Hein. C'est là qu'il faut mettre la thune. Il faut tripler le budget de l'éducation nationale, sans déconner. Non, mais on a une génération de débiles mentaux qui va arriver, sinon... Sérieux. J'en profite, on est d'accord. J'en profite pour dire qu'effectivement, si vous avez des enfants dans les écoles, sachez que les écoles sont très friandes de petits ateliers que vous pouvez faire dans la classe de votre enfant sur le zéro déchet. Simplement, vous leur présentez de manière très ludique les astuces que vous mettez en place chez vous avec des objets, vous montrez, vous faites toucher les objets. C'est quelque chose qui marche beaucoup. Moi, je le fais depuis des années dans les écoles. Et bon, comme forcément, c'est une intervention sur l'environnement qui est bénévole, forcément, vous allez avoir beaucoup de succès et beaucoup de demandes. Mais faites-le, c'est tout simple. Et vraiment, vous aurez un impact positif énorme autour de vous. Donc finalement, pour parler du zéro déchet ou de l'écologie de façon plus générale sur le web, il faut quand même être relié aux acteurs de terrain, que ce soit les associations, les écoles. Est-ce que vous avez d'autres exemples de partenariats, collaborations avec des structures, on va dire, de terrain? Les institutions, mais c'est toujours compliqué. À chaque fois qu'on a été soit au ministère, soit dans des institutions, ils ont un autre langage. Ils ne parlent pas le langage des gens. Ils parlent encore moins le langage des communicants. Ils parlent un langage que ceux qui ont eu affaire à des institutionnels, je vois très bien de quoi je veux parler. C'est un peu comme quand tu vas voir un pubard, il va te parler un langage de pubard avec plein d'anglicismes. Là, c'est pareil, ils enrobent tout et je crois qu'ils sont complètement déconnectés, y compris ceux qui se disent très engagés, ils sont complètement à la ramasse. Et en même temps, on ne peut pas trop leur en vouloir, parce que quand tu veux mettre une action en place dans des sphères aussi hautes, tu as tellement d'emmerdeurs et d'obstacles, comme des lobbies par exemple, qu'à un moment tu finis par être complètement dépassé et tu fais plus rien. Donc c'est nous, hein. C'est nous, l'objectif c'est peut-être déjà qu'on se fasse des partenariats entre nous, ce qui est en train de se produire. À plein de... Voilà, je vous le dis, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des créateurs, vidéastes. Non, mais il est en train de Non, mais il faut dire aux gens qu'il y a des alliances qui se font, il y a des choses qui vont sortir bientôt. Et voilà, la colère gronde, et elle gronde de manière plutôt vertueuse, et ça va péter bientôt. Bon. Et on fera une grande partouze à la fin pour fêter tout ça. Qu'est-ce que j'ai dit, Lénie? Enchaîne. Victor. Merci. Victor, Alexandre, est-ce que vous vouliez rajouter des choses sur les acteurs? Vous en avez déjà un peu parlé. Est-ce que à chaque vidéo, est-ce que vous avez un lien avec, on va dire, le terrain, ou pas nécessairement? En quelle mesure Ouais, nous on essaye vraiment d'être toujours avec les assos, un peu référents sur chaque sujet, etc. Et on s'adresse au plus grand nombre, donc en fait on attaque indirectement les institutions. On dit aux gens d'attaquer les institutions. Alors pas avec des armes et tout, mais de pousser pour les faire changer. Donc nous vraiment, on pense que c'est un ensemble, il faut agir sur chaque communauté, les profs, les collectivités locales, le gouvernement, tout le monde dans tous les domaines de la vie en fait. Mais pour ça,
Il faut des gens qui fassent pression et qui s'y impliquent dans chacun de ces domaines. Et nous, on essaye vraiment de faire ça. En fait, d'avoir des ambassadeurs, les gens qui partagent nos vidéos, qui vont eux-mêmes aller porter ça auprès de ce public-là, quoi. C'est en tout cas comme ça qu'on essaye de procéder. Et on a des alliés partout. C'est pas parce qu'on n'est pas forcément le bas peuple en opposition avec les institutions, les élus. Il y a plein d'élus qui se bougent le cul, qui sont comme nous un peu démunis parce qu'il y a toujours quelqu'un au-dessus d'eux. Il y a des chefs d'entreprise qui se bougent les fesses. C'est pareil, on se dit mais les chefs d'entreprise, on les pointe du doigt parce que c'est des industriels. Mais il y en a qui essayent de faire des choses dans des cadres RSE et tout ça. Ouais. Il y a des alliés à tous les étages et ça, il faut en avoir conscience. On n'est pas que tout seul. Et peut-être pour un exemple, nous on a des retours par exemple de stagiaires de la BNP Paribas qui disent « Ah trop bien, j'ai vu cette vidéo, je savais pas que ma banque faisait des trucs aussi crado. J'en ai parlé en interne, voilà, j'en parle en réunion, j'essaie de faire des trucs. » Ou des gens dans les services des collectivités locales qui disent « Ah bah tiens, j'ai vu, tiens ça m'a donné des idées pour porter mon plan climat dans ma ville, etc. » Donc faut voir que aussi les gens qui représentent l'institution sont à la base des gens et voient peut-être nos vidéos sur internet et les faire changer fera changer aussi en partie l'institution. Et alors, à part regarder vos vidéos, infographies, lire votre blog et les partager, bien sûr, quel est un peu le conseil que vous avez envie de donner là maintenant aux gens qui sont là pour passer à l'action? Quel est un peu en ce moment Les gens qui sont dans la salle là, ils sont déjà tous passés à l'action, je pense. Bah, ils ont peut-être encore besoin d'un dernier conseil pour passer à l'action. Pardon, je dirais qu'il faut communiquer un maximum. Vraiment, on parle souvent du premier cercle. Je ne sais pas si tous autant que vous êtes, votre premier cercle est déjà sensibilisé, mais continuez à parler de votre engagement justement et peut-être continuer à communiquer sur ce que ça vous apporte au quotidien comme bien-être, parce qu'il y a aussi cette notion, quand on agit en accord avec ses valeurs, on se sent mieux dans ses pompes. Donc voilà, si moi je devais donner un conseil, ce serait celui-là, continuer de parler et d'expliquer comment votre expérience vous rend mieux dans vos pompes, quoi. Et protège notre santé aussi. Absolument, Parce que réduire ses absolument. déchets, réduire le plastique, les produits industriels, c'est aussi protéger sa santé. Et en parfaite transition, j'allais dire aussi que quand vous en parlez autour de vous, essayez de ne pas nourrir les clichés qu'on a des écolos bobos, zéro déchet, montrer qu'on n'a pas besoin d'être une hippie pour réduire ses déchets, qu'on peut avoir une vie sociale tout à fait normale, qu'effectivement on a des avantages personnels, que ce soit faire des économies, ça a convaincu beaucoup de mes proches, ou protéger sa propre santé. Et voilà, montrer que ça peut être très simple et qu'on peut être quelqu'un de tout à fait normal et aussi ne pas culpabiliser, ne pas essayer de juger ou culpabiliser parce que ça c'est contre-productif. Et personnellement autour de moi, beaucoup de mes proches sont passés au zéro déchet sans que j'ai rien fait. C'était juste le fait de me voir au quotidien avec mes boîtes alimentaires en inox, etc. Ça a piqué leur curiosité. Ils m'ont posé des questions. Et moi, j'ai rien fait. J'ai pas essayé de les convaincre. Et c'est ça qui a le plus de pouvoir et qui est le plus efficace. Oui, moi je pense qu'au-delà de sensibiliser, parce que sensibiliser, il y a énormément de discours ambiants quand même sur une sensibilisation. Et je pense que les personnes sont quand même de plus en plus sensibilisées. Ce qui est quand même très compliqué, c'est le passage à l'action. Et c'est d'arriver à trouver le petit déclencheur qui fait qu'une personne va se dire « Ah oui, là, effectivement, j'ai compris, là, il faut que je change mon comportement. » Et le problème, c'est que ce déclencheur est vraiment très différent en fonction du type d'interlocuteur qu'on va avoir en face de soi. Et par exemple, si on parle du zéro déchet, il y a, je pense, au moins une dizaine de façons d'arriver à faire en sorte qu'une personne agisse. Et ça peut être pour des questions, si on est face à un hypochondriaque, ça va être effectivement autour de questions de santé. Mais si c'est une personne qui est plutôt sensible aux animaux, ça va être à travers plus justement une sensibilisation sur ça. Et je pense que si vous faites un travail de sensibilisation, il faut arriver justement à comprendre un petit peu qu'est-ce qui va déclencher justement cette envie d'agir chez votre interlocuteur. Et ça, c'est pas facile.
En même temps, j'ai envie de dire, ça se fait tout seul, parce que si tu commences à réfléchir à comment il faut que tu parles pour convaincre un tel qui va fonctionner comme ça, tu te coupes aussi de ton intuition, de ton élan qui va forcément parler à quelqu'un qui va être sensible à toi, à la manière dont tu vas parler. Donc, je pense qu'il ne faut pas se poser la question de est-ce que je suis légitime de parler de ce sujet-là de cette manière-là. Je pense qu'il faut vraiment y aller, quoi. Et oui, c'est pas une question de légitimité. Hein, oui, mais ça rejoint ça parce que du coup, finalement, à se demander quelle stratégie adopter pour communiquer de la bonne manière, on finit par trop se poser de questions et puis par être dans une forme d'inertie ou alors rentrer peut-être dans quelque chose de, je sais pas, enfin là, je vais peut-être un peu plus loin, mais pour éviter l'écueil de culpabiliser, c'est aussi important de se souvenir que peut-être pour beaucoup d'entre nous, en tout cas, moi, c'est mon cas. Il y a un moment où on n'était pas sensibilisé et on a été sensibilisé. Donc, comment ça s'est produit et du coup, par quel vecteur c'est passé? Bref, tout ça pour dire que je pense qu'il y a comme tu disais, il y a une multitude de manières de communiquer. Il y en a qui passent plus par des choses méthodologiques et d'autres qui vont être plus intuitives. Et il faut vraiment pas se censurer, je pense. Ouais, moi, j'avais envie de dire qu'on peut peut-être considérer que si vous êtes là, vous avez déjà franchi le premier échelon, qui est de changer les choses au niveau individuel. Alors déjà, bravo et merci à vous. Et j'ai envie de vous proposer du coup l'échelon du dessus, qui est l'action collective ou l'action nationale. J'imagine que de vos actions individuelles, vous tirez de la légitimité, de la reconnaissance, de la cohérence, de l'alignement. Et ben, tout ça, ça vous a nourri et utilisez cette force pour faire des choses à plusieurs, pour rejoindre des campagnes, rejoindre des groupes, rejoindre des assos, rejoindre des collectifs qui existent. Et surtout, putain, utilisez-la pour faire chier les gens qui sont aux manettes. Il ne faut pas que les dirigeants, il ne faut pas que les industriels, ils croient qu'ils sont tout seuls et qu'on s'en fout et qu'on ne sait pas ce qui se passe. Lisez ce qui se passe, tenez-vous au courant, renseignez-vous, diffusez-le, réagissez. Qui ne croient pas qu'on est juste endormi et qu'on va se laisser faire. Voilà. Merci beaucoup, Victor. Un dernier mot? Ouais. Juliette a balancé toute la colère légitime de cette histoire. Non, moi, peut-être un truc aussi, c'est de dire, enfin, de rééquilibrer la part des choses. Quand on parle d'écologie, quand on parle aussi de déchets, on est toujours très souvent dans une optique catastrophiste. On montre le problème qui est l'ampleur du problème qui est en train de se passer, et en général, on finit là, quoi. Oh bah tiens, il y a un énorme problème. Tiens, il y a un nouveau continent de plastique. Tiens, il y a le changement climatique qui arrive. Et paf, c'est hyper démobilisateur et on pense que pour pousser les gens à l'engagement, en tout cas, il faut donner beaucoup de part à l'alternative, à la résolution du problème. Et ouais, c'est ce qu'on essaye de faire dans chacune de nos vidéos, en fait. D'avoir plus, une partie plus, de pas nier le problème, jamais, parce que faut pas prendre les gens pour des cons et il faut vraiment leur montrer la vérité. N'empêche que la vérité, c'est aussi qu'il y a des façons de résoudre le problème. Et nous, on essaye de donner une part plus importante à ça. Merci beaucoup à tous et à toutes. Et j'espère que ça vous a bien inspiré et vous a donné envie de passer à l'action dès maintenant. Merci à vous.